À tous, un soir d'info que nous démarrons tout de suite avec ces belles images de l'éclipse solaire visible aujourd'hui sur la corniche de Dakar avec notamment l'ASES, l'agence sénégalaise d'études spatiales qui s'est mobilisée pour accompagner le public dans l'observation de cette éclipse solaire partielle. Le phénomène visible depuis Dakar et plusieurs régions du Sénégal a atteint son maximum à 19h12 GMT avec près de 36 à 37% du disque solaire occulté, une éclipse qui a donc pris fin à 19h34. À présent, nous passons à notre magazine. Nous recevons ce soir M. Alassane Niang, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles. Vous travaillez depuis 18 ans dans l'accompagnement des États, ACP, pour la mise en œuvre de réformes plutôt et politiques publiques. Bonsoir à vous, M. Alassane Niang. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci, bonsoir Sarah. Je suis ravi d'être votre invité aujourd'hui, en espérant que les propos qui seront développés ici seront d'une utilité pour le... Je n'en ai aucun doute. Nous allons démarrer ce magazine avec un tour d'actualité, tour d'horizon de l'actualité nationale, notamment politique et économique, avec l'OFNAC, qui vient de publier la liste donc, des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, ainsi que des défaillances. C'est une liste qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue d'ailleurs à en faire couler. Nous avons reçu tout à l'heure d'ailleurs un communiqué du procureur de la République qui a été désigné parmi la liste des défaillants et qui affirme qu'il a bel et bien procédé à sa déclaration de patrimoine. Tout ceci pour dire qu'effectivement, il y a une grosse polémique autour de cette démarche de l'OFNAC. Que vous inspire cette situation, vous qui êtes un expert de la gouvernance publique? Alors, ce qui se passe actuellement autour de l'OFNAC peut susciter donc de la part des Sénégalais de façon générale un certain nombre d'émotions, mais il faut l'inscrire donc dans le cadre donc de la reddition des comptes tels que voulus par les autorités publiques, mais également tels que voulus par les directives de l'UEMOA, puisque la transparence est un élément qui est devenu consubstantiel à la gouvernance de façon générale. Et donc, ce que l'OFNAC est en droit de demander aux assujettis ne devrait même pas faire couler d'encre, devrait se faire de façon tout à fait naturelle. Malheureusement, nous sommes, je dirais, dans un contexte où la démarche de l'OFNAC, qui devrait s'inscrire dans une normalité, en réalité, cache un certain nombre peut-être de dysfonctionnements. Puisque quand on parle de l'OFNAC de façon générale, il ne faut pas occulter le fait que l'OFNAC, le principe qui a présidé donc à sa création, justement en 2012, était davantage lié à des stratégies cosmétiques plutôt qu'à des vrais besoins de gouvernance ou de redevabilité. Et donc cela nous a mené à une institution dont l'importance est avérée, mais qui ne dispose pas des ressources et, je dirais, des capacités à la fois techniques, financières et humaines, justement pour faire face à ce genre de situation. Ce qui se passe aujourd'hui, puisque sur les 3000 assujettis, vous avez vu la conférence de presse d'hier, au cours de laquelle on a appris que seuls 56% finalement des assujettis ont procédé à la déclaration, même s'il faut tout de même... dire que voilà, c'est un premier jet de liste et qu'ils ont encore un délai pour procéder à cette démarche. Ça, c'est vrai. Mais il faut se rappeler qu'en réalité, depuis la mise sur pied de l'OFNAC, l'OFNAC n'a jamais atteint la barre des 65% des assujettis. Alors que des mécanismes existent justement pour contraindre les assujettis justement à procéder Mais j'allais venir à cela. Est-ce que finalement c'est un problème de l'Office national de lutte contre la corruption ou tout simplement un problème des assujettis? Parce que quand un responsable public, parce qu'il ne faut pas non plus occulter la responsabilité de cet agent de la fonction publique, s'il ne respecte pas une obligation aussi fondamentale, est-ce qu'on doit y voir une simple défaillance administrative de l'OFNAC ou plutôt un problème plus profond de culture de la gouvernance, tout simplement? En fait, c'est les deux, puisque c'est comme les histoires liées à la corruption. Quand vous mettez, par exemple, en face d'une personnalité qui devient ordonnatrice de dépenses, la personne, elle sait qu'elle ne doit pas distraire les ressources financières de l'État de façon illégale ou de façon illégitime. Pourtant,
on assiste tout de même à des distractions de ressources financières alors que les règles existent. La même vaut pour l'OFNAC. Vous avez l'OFNAC qui dispose d'outils, qui dispose également de capacités, mais en même temps qui connaît un certain nombre de contraintes, un certain nombre de dysfonctionnements. Quelles sont ces contraintes? Les contraintes, elles sont matérielles, elles sont techniques. Vous ne pouvez pas avoir 3000 assujettis que l'OFNAC doit gérer, sachant que les ressources, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, en termes de capacités techniques, même si aujourd'hui, il y a un certain nombre d'améliorations sur le plan technique avec la mise notamment sur pied d'une plateforme permettant de faciliter les déclarations, mais c'est là qui cache la forêt. Parce que celui, par exemple, qui doit procéder à une déclaration de son patrimoine, sachant que la déclaration elle-même ne signifie pas justement que la personne doit, par exemple, au moment donc de sa fin de fonction, doit faire une autre déclaration et que cette déclaration n'a pas une signification en particulier. Et donc, quand on regarde finalement cette culture dont vous parliez, mais également les dysfonctionnements qu'on peut noter au sein de l'OFNAC en tant qu'entité, cela aboutit finalement à une sorte de réticence donc des assujettis. Et c'est pour cette raison que cela ne m'étonne pas de voir que sur les 3000 assujettis, en réalité, on n'a que donc 50 ou 54% qui ont décidé de finalement faire Vous n'avez leur pas déclaration. espoir d'ici à la fin des délais qu'on ait quand même plus de personnes qui déclarent leur patrimoine? Oui, normalement, on devrait arriver à une situation où chacun des assujettis doit faire sa déclaration. Mais cela pose la question des moyens de contrainte. Quand vous laissez à une personne le choix, entre guillemets... Des sanctions ont été annoncées. Elles seront d'ordre financier, administratif ou pénal, peu importe, mais il y aura des sanctions à l'encontre justement des récalcitrants. Je suis même étonné de voir qu'en fait, qu'on annonce des sanctions. Pourquoi ne pas avoir mis en œuvre ces sanctions? On parle quand même, pour certaines, qui sont là depuis 2 ans. Alors, comment se fait-il que l'OFNAC se réveille que maintenant, justement, pour contraindre les gens, ou en tout cas faire une déclaration, afin de pousser... Vous savez, quand on est dans une logique permissive, les gens prennent leur temps. Donc, je pense qu'il faut que, quel que soit par ailleurs... Mais vous conviendrez quand même, M. Niang, qu'il y a un début à tout. Peut-être qu'il y a eu, qu'ils ont été... Enfin, que l'OFNAC a été permissif autrefois, mais qu'aujourd'hui, il y a quand même des correctifs qui sont apportés à cette démarche, raison pour laquelle, justement, cette année, elle insiste sur ce point qu'est la déclaration de patrimoine. J'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la déclaration de patrimoine. Selon vous, est-ce qu'elle a finalement une véritable portée dissuasive au Sénégal, ou reste-t-elle, selon vous, essentiellement juste une démarche administrative? En fait, l'aspect dissuasif pour moi donc n'est pas aussi prononcé que cela. Pourquoi? Parce que en réalité, quand on regarde même la réforme qui a été entreprise de l'OFNAC en 2024, a été initiée à la va-vite et donc n'a pas réussi à traiter les questions de fond. Si bien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait sa déclaration de patrimoine en entrée de fonction, demain, la personne devra faire une déclaration en sortie de fonction. Est-ce que cela signifie, si jamais par exemple le patrimoine a été apprécié de façon positive, est-ce que cela signifie justement que cette personne a été je dirais coupable d'une certaine forme de concussion, en tout cas d'un certain délit sur le plan financier? Non. Si bien que quand on regarde le dispositif tel qu'il est mis en place, je pense qu'il aurait fallu faire en sorte que la déclaration soit non seulement contraignante et que cette déclaration se fasse dans des délais qui permettent à la personne de ne pas être, en tout cas de ne pas sortir donc, de cette situation. Maintenant, quand on regarde finalement la situation telle qu'elle se pose aujourd'hui, à partir du moment où les personnes ont le sentiment que c'est optionnel, parce que c'est en cela que le problème se pose. À partir du moment où dans la culture... Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, mais pourquoi les gens considèrent qu'en réalité, même s'il y a des sanctions qui sont prévues, elles font quand même le choix de ne pas aller vers la déclaration. C'est parce que dans leur esprit, en fait, la question se pose en termes d'options. Et si bien que, donc, il faut vraiment, je pense, donner à l'OFNAC les moyens vraiment d'une véritable contrainte. Et on a un certain nombre de contraintes qui sont prévues, mais leur exécution pose problème parce que
quand on regarde finalement la réforme telle qu'elle a été menée en 2024, avec l'arrivée du nouveau gouvernement, en réalité, il y a eu, je dirais, un certain nombre de confusions qui font qu'aujourd'hui, même si vous voulez aujourd'hui aller vers une sanction, quelle est aujourd'hui la légitimité de l'OFNAC? L'OFNAC n'est pas une autorité judiciaire. Ouais. Quelle est son autorité, en tout cas son autorité? Elle n'a pas de moyen coercitif. Exactement. Exactement. Et donc je pense que c'est cette précipitation qu'on a notée en 2024 qui, en mon sens, est aujourd'hui la cause de toute cette confusion. Et donc je pense qu'il est important donc, de revoir, de saisir l'opportunité de ce constat pour envisager la redevabilité et la reddition des comptes de façon plus cohérente dans un cadre qui soit circonscrit par les différentes institutions du pays, que ce soit sur le plan judiciaire, mais également sur les autres plans réglementaires. Alors, parmi les assujettis et en premier chef, d'ailleurs, nous avons également le président de la République qui, justement, doit faire une déclaration à l'entrée. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale qui contrôle l'action gouvernementale veut le pousser également à faire une déclaration à la sortie. Quelle est votre position sur cette décision? Bon, je pense qu'il est important de ne pas traiter ces questions à partir de considérations politiques ou politiciennes. À partir du moment où la loi permet qu'une personne qui est ordonnatrice d'une dépense au-delà de 1 milliard de francs CFA doive déclarer son patrimoine. Au sortir, je dirais, de la fonction, il est également important que la personne fasse une déclaration. Maintenant, la question ne doit pas être seulement administrative. Parce que qu'est-ce qui a prévalu justement au fait qu'une personne doive être obligée de faire la déclaration de patrimoine? C'est parce qu'on considère que l'entrée en fonction ne doit pas amener la personne à s'enrichir. Maintenant, la question qu'on doit se poser, à supposer par exemple qu'une personne puisse démarrer une fonction et que sa fortune ou en tout cas son patrimoine puisse s'apprécier, est-ce que cela signifie que la personne a été coupable d'un crime sur le plan financier notamment? Donc je crois que l'importance n'est pas seulement de déclarer à l'entrée et à la sortie, mais c'est définir l'origine du patrimoine. C'est ça le plus important. Je vous donne un exemple. Imaginez aujourd'hui, on dit qu'une personne doit faire une déclaration de patrimoine. Imaginez par exemple ce patrimoine qui est déclaré. Qui sait l'origine de ce patrimoine? Est-ce que l'origine de ce patrimoine est licite? Donc la question pour moi ne doit pas être seulement organisationnelle ou administrative. Il faut vraiment qu'on puisse mettre cette question en corrélation avec l'origine même donc, du patrimoine, de manière à ce que si vous avez par exemple un assujetti dont le patrimoine est sans rapport avec ses revenus, en réalité, il ne faut même pas attendre que la personne aille au terme donc, de son mandat ou en tout cas... il faudrait l'interpeller. Mais exactement. Parce que si demain, quelqu'un vous fait une déclaration de patrimoine à coût de milliards de francs CFA, alors que ses revenus ne sont pas en rapport avec ce patrimoine, la question doit se poser. Pourquoi attendre justement que le calcul se fasse dans le laps de temps entre l'entrée en fonction et la sortie de fonction? Donc je pense que la question doit être beaucoup plus profonde. Il faut vraiment analyser le problème, non pas seulement en termes d'intervalle, mais réfléchir de façon générale à ce qu'on peut considérer comme un patrimoine par rapport finalement à l'origine finalement des fonds qui peuvent donc aller dans cette direction. Alors, autre sujet sensible que l'on va évoquer et qui est un peu en lien justement avec le patrimoine, ce sont les fonds politiques. Peut-on encore défendre, selon vous, aujourd'hui, M. Niang, l'existence de ressources publiques dont l'utilisation échapperait largement au contrôle citoyen et parlementaire? Bon, Sarah, vous savez, cette question, elle est, je dirais, elle est un peu pénible parce que pour un État qui se respecte, je pense on consacre beaucoup trop de temps sur ces questions de fonds politiques. De quoi parle-t-on? À supposer qu'on parle de, je ne sais pas, 10 milliards de fonds politiques pour le chef de l'État. Ce montant ne représente même pas 1% du budget global de l'État. En réalité, ce montant doit être aux alentours de 0,08%. Alors, pour un État qui a un certain nombre de besoins, disposer de fonds politiques permettant de régler un certain nombre de besoins, notamment même sur le plan sécuritaire, je pense que la décence devrait amener les acteurs politiques, de façon générale, à ne pas statuer sur ce genre de questions, parce qu'il n'existe aucun pays à travers le monde qui ne fonctionne sans disposer donc de ce type d'outils. Alors, si maintenant la question elle est
instrumentalisé pour régler des comptes politiques, je pense que c'est indigne de notre démocratie, puisque c'est des faux problèmes. Je pense que le Sénégal devrait vraiment se sortir de ce type de débat, parce que c'est des débats qui ne grandissent pas le pays. Et parler donc de l'utilisation, le contrôle de l'utilisation des fonds politiques, alors qu'on sait qu'il y a un certain nombre de sujets sensibles sur lesquels on ne peut pas justement porter un regard public. Donc je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt, et on n'a pas besoin réellement, pour un pays qui se respecte, d'aller donc dans ce niveau de détail. Donc moi je suis de ceux qui soutiennent que le président de la République, le chef de l'État, quel qu'il soit, il a l'obligation, je dirais il a l'obligation de disposer donc de moyens permettant vraiment d'aller à la résolution d'un certain nombre de problèmes qui sont complexes. Qui sont à sa discrétion. Exactement. Et donc, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller fouiner, excusez-moi de l'expression, quant à l'utilisation de ces fonds politiques. Tout le monde sait qu'en réalité, la question elle est agitée. Et l'optique de tout ceci n'a rien à voir avec les deniers publics, c'est plutôt une optique politicienne. Donc, je pense que je suis... On n'a pas le droit de fuiner, même si le soubassement de cette fouille, on va dire, et le prétexte pris est celui de la bonne gouvernance et de la transparence. À partir du moment où on parvient à régler déjà la question de la bonne gouvernance sur les montants qui se chiffrent en milliers de milliards, je pense qu'on pourrait peut-être revenir sur cette question. Essayons déjà de régler les problèmes là où ils sont. Je crois qu'aujourd'hui, même si la distraction des ressources financières donc dans le cadre des fonds politiques se fait d'une manière qui échappe au contrôle citoyen, mais je pense qu'aujourd'hui, sur un budget de 7 000 milliards, je crois que nous avons autant de ressources financières sur lesquelles le Sénégal pourrait, ou en tout cas les citoyens pourraient avoir un regard. Et je crois qu'on pourrait commencer déjà par justement voir comment définir le cadre de gouvernance donc de l'utilisation de nos ressources publiques. J'allais arriver à cela parce qu'il y a certains observateurs justement de la vie politique et publique qui pensent que ce débat sur les fonds politiques devrait être intégré justement à une réforme plus globale du financement de la vie politique. Que pensez-vous justement de cette proposition? Alors, moi j'ai fait partie de la commission qui était justement en charge de la réforme des institutions lors du dialogue de mai 2025. Et cette question avait été agitée à plusieurs reprises. Le problème, Sarah, dans notre pays, c'est qu'il n'y a pas de sincérité quand il s'agit d'envisager les réformes en profondeur. Puisque le financement donc, de la vie politique et des partis politiques, des partis politiques est une question qui peut arranger l'opposition, je veux dire quand elle est dans l'opposition, mais une fois au pouvoir, le fait d'envisager, le fait de donner des ressources financières à des partis qui sont de l'opposition n'est pas quelque chose de concevable. Si bien que c'est une question en fait qui est perçue à géométrie variable selon qu'on est dans le pouvoir, selon qu'on est dans l'opposition. Mais de façon générale, il est clair que, et c'est le cas de plusieurs pays, où l'organisation de la vie politique elle est structurée autour d'un financement public. Au Sénégal, nous devons aller dans cette direction, encore que cela doive justement amener ceux qui sont aux affaires, donc d'avoir le courage et aussi la sincérité d'aller vers un assainissement de la vie politique en tenant en compte un certain nombre de critères objectifs à partir desquels donc, les partis pourraient faire l'objet de financement. Donc c'est une démarche vers laquelle il faut aller dans le cadre d'une réforme en profondeur. Donc je suis entièrement d'accord avec cette formule. À condition que les réformes soient faites en profondeur. Exactement. Et qu'on ne reste pas à la surface. Absolument. Alors de la politique, nous allons passer à l'économie. Aujourd'hui, après tout ce débat qui a pollué vraiment l'espace public, notamment autour de la dette cachée, après l'épisode de la dette cachée, le Sénégal a-t-il, selon vous, encore intérêt à conclure un nouvel accord avec le Fonds monétaire international? Alors, la question du Fonds monétaire international se pose moins en termes de possibilité de disposer de financement que d'image, mais également de possibilités vis-à-vis des partenaires au développement de façon générale et même des investisseurs. En réalité, quand on travaille avec le FMI, en fait, il y a deux types de programmes. Vous avez soit des programmes qui sont accompagnés de financement et vous avez également des programmes sans financement. Tout l'intérêt qu'il y a d'avoir, par exemple, le FMI dans le cadre d'un programme
revient à vous donner un quitus. Donner un quitus au Sénégal vis-à-vis, par exemple, des investisseurs. Puisque quand un investisseur décide d'aller au Sénégal ou dans un pays, le premier élément sur lequel il va s'appesantir, c'est les rapports du FMI. Est-ce que le FMI donne son onction à ce pays? À partir de ce moment, donc, l'institution en question, ou en tout cas l'investisseur en question, viendra au Sénégal avec un œil beaucoup plus bienveillant. La question se pose également sur ce qu'on appelle la dette souveraine. Quand vous avez le FMI avec vous, cela vous facilite l'octroi donc des emprunts, notamment sur les marchés financiers, mais également au sein donc des PTF, de l'OCDE, etc. Si vous n'avez pas le FMI avec vous, on a vu ce que cela a donné avec le Sénégal où la note a été dégradée à 4 reprises. Et la conséquence, c'est qu'on a été obligé de nous endetter à des taux à 2 chiffres, avec notamment donc, des maturations qui sont assez courtes. Et donc, je pense qu'il est important pour le Sénégal vraiment d'arriver à un accord le plus vite possible avec le FMI. Que répondez-vous à tous ceux qui pensent aujourd'hui que conclure un accord avec le FMI serait s'engager dans une nouvelle forme de dépendance? Oui, mais la dépendance, on y est dans tous les cas. Puisque si vous êtes dépendant donc des marchés financiers, au point de vous endetter à 2 chiffres, à des taux à 2 chiffres, c'est que vous êtes dans une logique de dépendance. Il faut, je crois que la question économique ne peut pas faire l'objet, je dirais, de démagogie. Quand on traite d'économie, quand on traite des finances publiques, il faut le faire avec rigueur. Je pense que considérer que travailler avec le FMI reviendrait à être dans une logique de dépendance, pour moi, est une erreur d'appréciation. Je pense que le Sénégal n'est pas un reste. Le Sénégal et tous les autres pays du monde, y compris des pays avancés, ont besoin du FMI, non pas parce que le FMI peut leur donner, mais parce que cela permet de soigner l'image du pays, notamment sur les marchés financiers, et le Sénégal en a besoin. Alors, après plus de 2 ans de gouvernance, de nouvelle gouvernance, M. Niang, est-ce que vous avez le sentiment que le Sénégal a réellement changé de logiciel institutionnel? Alors, ce qu'on peut dire sur le plan institutionnel, et c'est un peu, je dirais, malheureux, c'est ça un petit peu le problème de nos pays de façon générale, c'est que quand on envisage les institutions, on a tendance à le faire de façon cloisonnée. On prend très rarement le temps d'envisager les réformes, qu'il s'agisse par exemple des réformes économiques, qu'il s'agisse des réformes politiques, démocratiques, des réformes institutionnelles. En réalité, on essaye de faire ce qu'on appelle dans le situationnisme. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder des problèmes qui se posent, au lieu de l'envisager, ou en tout cas de les envisager de façon plus globale, on essaye maintenant de trouver des solutions en tenant compte du problème en question. Or, quand on est dans cette logique, on essaie de trouver des solutions, mais en réalité, ces solutions, elles vont générer des problèmes par ailleurs. Parce que le cloisonnement, donc dans la logique des réformes, fait que vous parvenez à peut-être régler un problème en particulier, mais incidemment, vous créez un autre problème. Il faut une approche plus holistique. Il faut une approche holistique, il faut une approche globale. Et c'est pour cette raison que quand on parle des institutions du Sénégal, on a parlé aujourd'hui, il y a quelque temps, de la nécessité de passer d'un conseil vers une cour constitutionnelle. La question se pose avec acuité. Pourquoi passer d'un conseil à une cour? La question de la commission qui organise les élections, Sénat, CENI, où est-ce qu'il faut passer par le ministère? Toutes ces questions se posent séparément alors qu'il faut les voir dans le cadre d'un ensemble cohérent. Et donc si on doit regarder 2 ans après l'arrivée, je dirais, donc du nouveau gouvernement, ou en tout cas de cette nouvelle alternance, la question institutionnelle en réalité n'a pas encore été touchée dans son ensemble, si... Peut-être qu'elle sera touchée parce que les élections locales, en tout cas de janvier 2027, elles arrivent à grands pas. L'absence de date officiellement fixée à ce stade inquiète déjà au sein justement du landerneau politique. Que pensez-vous déjà de ce retard et d'un éventuel report des élections? Il faut le dire, donc c'est un sujet, c'est un sujet qui a été agité, tantôt également au sein de l'espace politique. Et le cas échéant, est-ce que ce report serait justifiable par des contraintes techniques? Ou constituerait-il, selon vous, un problème plutôt démocratique? Oui, ce serait parce qu'il y a un calendrier républicain qu'il convient de respecter, quelles que soient les circonstances. On a noté au Sénégal, depuis, je dirais, une vingtaine d'années,
que s'agissant des élections locales, elles n'ont jamais été respectées. Alors, est-ce que cette nouvelle alternance ira dans cette direction ou pas? Toujours est-il que les élections locales sont prévues pour le mois de février 2027. Nous sommes à quelques encablures de cette date, nous sommes en août. Et il est clair que quand on analyse la trajectoire que le gouvernement est en train de prendre, on a peut-être les raisons de considérer que peut-être on s'achemine vers un report. Toujours est-il que si le report a des fondements financiers, parce qu'il y a également un risque de dissolution de l'Assemblée nationale, peut-être que cela pourrait se comprendre donc d'aller vers un couplage. Mais quoi qu'il arrive, il est important pour un État de communiquer. Non seulement de communiquer, mais aussi de se tenir, quelles que soient les circonstances, au calendrier républicain, parce que c'est à ce prix justement que l'État pourra être respecté, que l'État pourra vraiment faire preuve vraiment donc de son rôle d'arbitre. Et donc voilà, nous allons voir un peu ce que ça va donner. Mais il est clair que, voyant ce qui est en train de se profiler, peut-être qu'il y a des... Dernière question, Monsieur Niang, avec ces nouvelles dynamiques observées justement au plus haut sommet de l'État, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces locales deviennent finalement le premier grand test, j'ai envie de dire, de recomposition politique actuelle? Il va sans dire que nous sommes déjà, depuis 2024, dans le cadre d'une recomposition politique, avec un certain nombre de bouleversements qu'on a connus. Ces élections de 2027, si elles ont lieu, permettront de clarifier, on va dire, le débat et de clarifier, je dirais, la classe politique pour ce qui concerne l'opposition, pour ce qui concerne le pouvoir en place, mais pour ce qui concerne également les autres partis politiques, dont moi-même, puisque je suis président de partis politiques. Donc je pense que... Quel est votre parti? Alors, Jiital Wareef, le Devoir en Mouvement, qui vient de recevoir d'ailleurs son récépissé. Donc voilà, je pense qu'il y a actuellement, on va dire, des plaques qui sont en train de bouger, permettant justement d'offrir aux citoyens sénégalais une alternative, non pas seulement d'un point de vue, je dirais, du pouvoir ou de l'opposition de façon générale, mais d'un point de vue pluriel. Et je crois que, pour répondre à votre question, j'ai la conviction que nous sommes en train d'aller de façon définitive, mais de façon sûre, vers une sorte de clarification politique. D'autant qu'on sait que les élections locales sont des élections très particulières et je crois que ce sera l'occasion pour... Vous irez au local? Vous lancez pour les locales? Non, nous allons justement nous positionner. Donc voilà, je suis donc de Thiès. Donc voilà, nous sommes en train de travailler avec d'autres plateformes sur justement l'émergence d'un pôle qui puisse vraiment être une véritable alternative. Merci beaucoup Alassane Niang, spécialiste de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles. Vous avez travaillé plus de 18 ans dans l'accompagnement des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dans la mise en œuvre de réformes et politiques publiques. C'était un plaisir de vous recevoir encore une fois dans Soir d'Info. Plaisir partagé, en espérant que cette discussion aura été utile pour les téléspectateurs de la TFM. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie. Ne ratez surtout pas Faram Fatché ce soir. Papa Ndiaye reçoit Baragay.